Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et oui on y est, le dernier DVD de la PWG que j'ai actuellement, même si je suppose que possiblement j'en aurai peut-être d'autres à l'avenir, peut-être, je dis bien peut-être parce qu'on sait jamais avec moi en tout cas, mais en ce moment c'est le dernier, parce que après ça je m'attaque exclusivement aux DVD et un peu coffret de la WWE. Et après ça, NJPW, plus précisément. Donc pour ça, je vous le montre le dernier en ce moment. Le All-Star Weekend 11 Nuit 1. Donc j'ai bien vu, et je sais qu'il a que la nuit 2 de All-Star Weekend. Car la nuit 2, c'est couleur violet. Et la nuit 1, c'est couleur jaune et orange. Car j'ai bien vu sur le Wikipédia, et pour une fois, je ne m'y trompe pas. En ce moment, je ne me trompe pas du tout. Et que je pense que j'ai fait le point. Et que là, on voit les affiches. Donc, là, on voit les Young Bucks, Matt Sydal, Roderick Strong, et Kenny Omega face à Mike Bailey. Donc, c'est toujours dans la même salle, mais un 11 décembre 2015 à Reseda, Californie. Et que voilà, au moins, je résume tout ce qu'il y a à savoir, tout ça. Donc là, on voit les photos. Et là, on voit Omega avec la tronçonneuse en plastique. Bref, j'ai vu ce match-là et je me suis dit, certes, c'est un peu ridicule, même dans le côté humoristique. Là, on voit le Indie Tombstone. Ouais, parce que la prise, c'est le Indie Tombstone. Des tas de prises à gogo, des doubles super kicks, j'en passe des trucs. Bref, le premier match, c'était Mark Andrews contre Chuck Taylor. Et que le match, il a un peu duré, vraiment beaucoup duré. Et perso, je ne l'ai pas encore dit, mais vu comment c'est une première que j'ai, on va dire, un PWG en Blu-ray, parce que oui, il est en Blu-ray, et que je ne pense pas que j'ai besoin d'avoir des tonnes de Blu-ray pour mieux voir et tout comprendre, si ce n'est que moi, si j'en trouve, c'est ceux qui me manquent et que c'est des plus rares. Ou sinon, le reste, je n'y pense même pas. Et concernant le match entre Andrews et Taylor, ça a tellement bien duré pour faire chauffer la salle, pour les faire motiver pour après le main event. Et qu'à la fin, c'est Chuck Taylor qui remporte la victoire sur Mark Andrews. Voilà, directos, je dis ça au calme. Et après ce match-là, Ricochet contre Marty Scurll, le vilain. Oui, le vilain Marty Scurll. Vu comment ils étaient dans un délire, certes, c'est pas encore Noël, mais on veut fêter avant Noël, parce qu'après ça, c'est terminé pour la fin d'année, qu'on sera en 2016, à cette période-là. Et vu comment ils étaient dans un délire comme ça, pour voir qui allait fêter Noël comme ça. En tout cas, Ricochet, lui, il a porté le chapeau, l'air de dire que lui, il fêtera Noël, mais que Marty Scurll, lui, il ne fête pas Noël, vu comment c'est un vilain méchant, pro de l'élite, quoi. Et qu'il y en a vraiment rien à péter. Et que dans le match, il y a eu pas mal de trucs, vraiment pas mal de trucs entre les deux hommes. Notamment, on sait qu'il y a l'acrobatie de Ricochet, le côté fourbe et sadique de Marty Scurll, surtout qu'il n'hésite même pas à rater la moindre occasion de casser les doigts de ses adversaires. Parce que avant Pete Dunne, qui est Butch, c'est Marty Scurll, le fameux spécialiste du cassage de doigts. Et que Butch en est inspiré. Et que la plupart des catcheurs, je suis sûr qu'il y en a qui s'en est inspiré des formes cassage de doigts. Et quand c'est pas des cassages de doigts, c'est façon jouer sadique, façon même de surjouer avec le public, de les provoquer.
et d'envoyer une réaction négative ou de la positivité. Vu comment Ricochet, il en dégage de la positivité et que Skrull dégage de la négativité. Il s'en est passé des multiples prises. Tentative de crossface chicken wing de la part de Skrull, mais que Ricochet utilise son agilité pour essayer de faire une Bret Hart, comme on peut appeler. On dirait un genre de saucette flip à l'envers et qui cloue les épaules de son adversaire, mais ça ne va pas suffire. Et après, des multiples prises, allez, si je crois bien, c'est un genre de Fireman's Carry où il fait un high kick. Donc il balance son adversaire, il fait un high kick. Je pense qu'il avait toujours le 630 degrés, mais il ne va pas le dégainer. Mais il va faire un turning Michinoku Driver. Il allait faire la différence, mais ce n'était pas du tout le cas décisif. Et que après, là, il décide d'en finir avec son 630 degrés pour la victoire. Normalement, si je me trompe pas. Hein. Parce que si c'est pas ça, alors il réussit à le surprendre d'une autre manière. Parce que j'ai comme un petit doute qu'il a remporté sur un autre motif, quoi. Et que peut-être que j'en ai assez trop dit, mais c'est victoire de Ricochet malgré tout. Et que ce match-là, je l'ai pas noté. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre, celui-là? Oh là 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 là, je l'ai pas noté. Ah, ça c'est la merde hein, quand je l'ai pas noté. Alors que normalement je note tout et de rien. Je lui mettrais un... Je pourrais lui mettre un 3,60 s'il le faut. Je pourrais lui mettre ça. Ouais, je pense que ça pourrait le faire. Donc 3,60 pour ce match-là. Maintenant, match par équipe. Là, match par équipe. Entre The Unbreakable Machine. Donc équipe composée de Brian Cage et de Michael Elgin. Contre The American Wolf. Donc équipe composée de Davey Richards et de Eddie Edwards. Ouais, un match par équipe très dynamique. Et dans la testostérone, quand on connaît les deux indestructibles et incassables que sont Michael Elgin et Brian Cage, là on se dit, c'est sûrement les poids lourds qui vont faire clamser les Wolves, les loups américains, mais sauf que les loups américains, ils ne sont pas aptes à ne pas se relever de tout et de rien, de toutes les prises qu'il leur fait, ils s'en relèvent. Hein. Comme quoi, ils ont vraiment de la volonté et que c'est pas la machine ni l'incassable qui va les arrêter. Vu comment il en faudra plus. Et d'ailleurs, ils ont tenté les dégainements de prise tout en surjouant le public. Il y avait, je crois qu'il avait des powerbombs, des clotheslines de tous les côtés. Et ça, je me rappelle à la toute fin. Je me rappelle à la toute fin car il y a eu une combinaison de prises entre Brian Cage et de Michael Elgin sur l'un des deux, que sont Eddie ou Davey. Donc on tente des prises et que à la fin, il y a eu un F5, enfin F5 de la part de Brian Cage. Et ça se termine avec un Unbreakable Powerbomb de la part de Elgin, donc Michael Elgin. Et c'est The Unbreakable Machine qui remporte le match. Et que ce match-là, j'ai bien apprécié, c'est 3,50. Encore second match, encore un autre match, normal bien sûr, entre Sami Callihan contre Drew Gulak. Tout d'abord, Drew Gulak qui fait une promo normale, voilà. Rien à dire dessus, jusqu'à ce que le public pop pour le retour de Sami Callihan sur le circuit indépendant. Car il faut que je vous le rappelle et que je dois vous le rappeler jusqu'à ce que vous compreniez, ou alors jusqu'à ce que vous réalisez que dans la vie tout est possible, c'est que Sami Callihan, il avait été à la WWE,
du côté de NXT, enfin NXT quoi, quand c'était encore noir et jaune. Donc il était allé là-bas faire ses preuves pour prouver qu'il pouvait avoir sa place et qu'il a dû changer de nom sous le nom de Solomon Crowe. Enfin, moi je disais Solomon Crown, enfin Crown peut-être, je disais ça. Solomon Crown, alors que c'est Solomon Crowe. Donc les gens oubliaient que la plupart que c'était Sami Callihan, alors que c'était justement lui, mais que il n'a pas, on va dire, fort donné impression à la WWE, alors que il avait quasiment tous les potentiels, Sami Callihan, mais après, il a décidé de ne plus, on va dire, renouveler son contrat. Il avait décidé de se faire licencier par la WWE, et c'est là comment Callihan a rejoint la PWG, d'autres fédérations auxquelles il est passé. Et c'est pour ça que le public pop en disant welcome back, et que il demande de le rester. Donc bien sûr, Callihan il va y rester et il va très vite se déchaîner sur Drew Gulak, que lui au contraire il va aller à la WWE, servi soit d'atout majeur pour la WWE ou alors en tant que coach dans un performance center. Vu comment je vois que Gulak il est plutôt très spécialiste en tant que coach. Et ça se voit, ça se remarque en même temps. Donc ça se bagarrait même à l'extérieur du ring, comme dans le ring. Mais à la fin, si je crois bien, Drew Gulak, il a voulu tenter sa fameuse prise de soumission. Je crois que c'est le Boston Crab, ou alors un autre prise qu'il a modifié en Boston Crab, mais que Sami Callihan, lui, il se relève de tout ça et il ne veut pas se soumettre à tout ça. Il décide de l'allumer avec des kicks, avec des multiples coups de genoux, et à la fin, The Death Machine, parce qu'à l'époque on l'appelait toujours The Death Machine, donc la machine de mort, il enchaîne avec un marteau pilon pour la victoire, et c'est lui qui remporte le match, tout simplement. Donc 3,50 également. Et à la fin, il fait une promo en disant qu'il est enfin revenu, que la machine de mort va commencer, et ce n'est que le début, et qui va poursuivre sa route vers la PWG. Belle preuve de promesse. Donc je n'ai pas trop grand chose à dire, et maintenant je passe au second match. Enfin, pourquoi je dis second match? C'est n'importe quoi. L'autre match, bien sûr, donc entre Trevor Lee contre Will Ospreay. Oui, Will Ospreay, le catcheur le plus étoilé du Wrestling Observer Newsletter, de la notation de Dave Metzler. Alors si ces matchs sont très très bien notés, soit parce que Dave Metzler l'aime beaucoup, ou alors tout simplement il veut justement aligner tous les étoiles, comme quoi c'est une étoile montante, et que tous ces matchs sont tous, même voire très très bons. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, je ne sais pas combien il en a actuellement. Peut-être qu'il en a 28, 29 ou 30, qui sait, parce que faut savoir, Dave Metzler, ça je vois qu'il a vraiment pété une durite, hein, en mettant des notations comme ça. Même moi, je me demande qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Mais attention, Will Ospreay, il est bon, il sait très bien catcher, mais c'est juste que c'est pas normal pourquoi ces matchs sont aussi mieux notés que les autres, alors que je ne comprends pas l'intérêt. À mon avis, je pense que la solution, c'est de trouver un autre journaliste qui est mieux objectif, un peu de la même trempe que Dave Metzler, mais un peu plus objectif en termes de catch vers tout le globe, quoi. À l'international, comme des États-Unis, du Japon, Mexique, l'Allemagne, la France, et j'en passe des trucs. Si jamais on avait un journaliste qui était ultra bien objectif que Metzler, parce que lui, son objectif c'est subjectif,
Je pense que dans les moindres des cas, on aurait cru l'un ou l'autre, dans la moindre des cas. Mais bon, on peut rien y faire malheureusement. Et que la vie c'est comme ça, et que c'est mal fait, et qu'il faut vivre avec. Mais sinon dans le match, il n'était pas mauvais du tout. Entre deux gros hack flyers, parce que non seulement Will Ospreay c'est un peu le Ricochet version anglais, mais que Trevor Lee, il peut aussi jouer dans la voltige, et il peut très bien faire tomber n'importe qui dans ses multiples ruses, comme dans ses multiples tentatives de remportage de victoire. Ou entourlouper les gens, parce que vu comment il en a plus rien à foutre des gens et qui commence à les insulter en faisant des doigts d'honneur, en disant qu'il n'a pas besoin d'eux, que c'est tous des bouseux, que c'est des vulgaires trous du cul, et que lui, il est mieux que n'importe qui d'autre, et que ça le plaît de se croire hautain que par rapport aux autres. Donc, vu comment son arrogance, il n'était pas très bien apprécié, mais que lui, il s'en balèque. Lui, ce qui compte, c'est le match, et qui veut battre quelqu'un comme Will Ospreay, qui n'a peut-être aucune chance de se faire un nom, entre guillemets. Alors que Ospreay, on sait que maintenant, il peut être un nom, mais il faut qu'il soit très, 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 très bien établi. Et que là, si c'est une top star qu'on a en face de nous, là, on n'a rien à dire. C'est lui avec qui on peut voir, quoi. J'ai pas d'autre argument à dire, si ce n'est que j'ai dit ce que je savais, peut-être que j'en sais un peu trop. Et on a eu des tentatives de prise, par exemple le double stomp sur le torse, ou encore le ass cutter, parce que le ass cutter c'est un peu le finish de Will Ospreay, ou encore le stomp breaker, mais sauf qu'il ne va pas effectuer. On a eu beaucoup d'échanges de hackfly et beaucoup d'échanges de jaugement entre deux catcheurs. Parce que ça se jauge, ça se jauge, ça se jauge et ça se jauge. Et à la fin, vu comment Will Ospreay était prêt à en finir avec son ultime coup de coude qui arrive à l'arrière de la tête, parce que des fois c'est un peu comme un coup spécial, mais très brutal. Il se fait esquiver par Trevor Lee, qui arrive à le maintenir en le faisant courir dans les cordes et en faisant un genre de collision contrôlée pour que ça lui retourne à son avantage. Et après, il nous fait une Seth Rollins en faisant une suplex package petit paquet. Ouais, donc en gros, il veut faire un genre de DDT en suplex avec un petit paquet. Et que c'est grâce à ça qu'il remporte avec ce match-là, alors qu'il n'y a pas d'enjeu. Donc il bat un assassin des rings, un assassin des airs. Et oui, on peut dire que Will Ospreay, il a beaucoup d'inspiration à Assassin's Creed. Parce que vu comment sa gimmick préférée, c'est les Assassin's Creed, et on comprend pourquoi il apprécie le personnage d'un jeu vidéo. Et même adapté en film aussi, faut pas l'oublier. Et que je sais qu'il y a le nouveau Assassin's Creed Mirage, que je ne l'ai pas encore eu, mais que j'aimerais bien le tester. Comme chaque jeu Assassin's Creed qui sont sortis, des fois je voudrais la plupart les essayer, même voir les finir. Mais bon, tout le monde peut pas tout avoir, mais je sais qu'un jour, je l'aurai. Mais c'est victoire de toute façon de Trevor Lee, tout simplement. Et que c'est 3,60 également. Et maintenant, match entre Kenny Omega contre Mike Bailey. Oui, il affronte le Sprit Ball. Et là, il s'est passé des dingueries dans le match. Au début, ça commençait dans le chain wrestling, normal, basique, très très basique même. Et que après, quand ça s'enchaîne des multiples prises, Omega, il décide à un moment de faire le con. Oui. En faisant le pitre, en faisant comme s'il allait arracher la figure de Mike Bailey avec une tronçonneuse. Car là, on voit la petite tronçonneuse en jouet. Et que ça se voit qu'il n'a pas oublié ses racines quand il était à la DDT Pro Wrestling. Parce que utiliser cette méthode douteuse
et que c'est pas très réaliste. Donc, on va dire que quand c'est des catcheurs comme ça, c'est vrai qu'ils rendent le catch pas très réaliste. On sait que le catch, ça peut être fun, mais quand c'est des trucs comme ça peut tourner en ridicule, et il y en a qui sont capables de dire que c'est de la merde, et que c'est chiqué, alors que je ne suis pas forcément d'accord. Oui, on peut amuser des gens, oui, on peut faire rire, mais que c'est vrai qu'on tourne comme ça, on se pose pas mal de questions. Après les pétreries, ben, ça commence à devenir sérieux. Et que Mike Bailey, ben, lui, il enchaîne des kicks sur le corps de Omega, comme s'il était à la salle d'entraînement, comme si il shootait sur des sacs de frappe avec ses pieds. Et que il enchaîne des tas de prises. Comme un genre de moonsault où il fait atterrir ses genoux et tibias sur notre corps, vraiment au niveau du torse, et qu'on les sent passer, je suis sûr. Je suis sûr qu'on les sent passer, parce que de se recevoir ça, c'est à couper le souffle. Vraiment à couper le souffle. Et après des multiples prises de cafouillage, un peu, parce qu'il y avait un tout petit peu de cafouille, des tentatives de V-trigger, de slap dragon, enfin de dragon suplex, quoi. Ou encore ces fameux combos habituels, parce que je pense qu'il utilise même dans le vrai AEW, parce que dans le jeu, je sais qu'il est capable de le faire, un powerbomb, et qu'il l'enchaîne avec un V-trigger, comme un V-trigger au niveau des cordes, V-trigger sur place, tentative de One Wing Angel qui ne va pas passer, mais que après, quand il a enfin calmé Mike Bailey, avec des multiples V-trigger et un autre second V-trigger, car il en a envoyé beaucoup de V-trigger, et ben c'est là où il décide de l'en finir avec son One Wing Angel pour la victoire. Et du coup, vous avez compris, c'est victoire de Kenny Omega. Et ce match-là, c'est 3,70, 3,70 si vous préférez. Et encore un match par équipe. Oui. Les Young Bucks, donc les enfants du catch, contre les Gargano Ciampa, les futurs DIY à la WWE. Johnny Gargano et Tommaso Ciampa, vous avez compris. Et il n'est pas noté, bizarrement, il n'est pas noté, alors que normalement tous les matchs sont notés, mais là c'est bizarre qu'il n'est pas noté. Ouais, c'est vraiment très très étrange. Bon, dans les matchs indie, on sait que on va faire la plupart des choses très différentes, totalement à l'opposé des visions qu'il y a à la WWE. Et que dans les indies, ben, on veut améliorer un style très particulier, très divertissant et très fun à la fois. Et c'est ce qu'ils ont voulu faire, les Young Bucks, et un peu Ciampa et Gargano. Donc ils ont fait ce qu'ils devaient faire, même si c'est pas non plus trop évident à tout suivre, en tout cas pour moi, parce que des fois j'ai tellement du mal à suivre ce qu'il y a dans les matchs, tellement que ça part dans tous les sens, on joue avec le public, on provoque un peu les nerfs du public, et que les Bucks étaient un peu détestés du public, tout en étant adorés bien sûr. Ils étaient aimés mais détestés à la fois. C'est pas quelque chose de triste, c'est quelque chose qu'on se rend tout de suite compte. Bon, après des multiples super kicks à gogo, donc c'est super kick party, eh ben Gargano et Ciampa ripostent aussi avec des super kicks, ou encore une combinaison de super kick coup de genou, et d'autres prises, comme le tentative de crossface, les tentatives de armbar modifié, parce que Ciampa lui fait un armbar modifié. Donc les deux, ils sont à califourchon, les frères Buck, mais ils ne veulent pas abandonner. Donc ils veulent trouver la lucidité de se soutenir tout en attrapant les cordes. C'est ce qu'ils vont faire. Et après, ça part dans le ring, ça part au niveau de l'extérieur. Et que au niveau de la toute fin, presque la toute fin, ben, Matt Jackson, il est en position du tombstone, et qu'il attend Nick qui fait son saut pour faire un tombstone aussi. Donc si je crois bien, on appelle cette prise-là
le Indie Taker Tombstone Piledriver. Donc, cette prise est un peu... Il y en a qui diront un hommage à l'Undertaker, mais moi je trouve que c'est un peu une parodie à l'Undertaker, vu comment, quand je connais et qu'on commence à connaître les frères Buck, on a l'impression que qu'ils sont en train de se foutre de la gueule de l'Undertaker, comme la plupart des catcheurs. On dirait qu'ils ont l'impression de se foutre de la gueule des catcheurs de la WWE, comme s'ils se croient meilleurs que eux, alors que je suis sûr que si jamais ils arrivent à la WWE, ben, ils vont peut-être se faire enterrer, qui sait, hein, parce qu'on sait jamais. Qui rigole, enfin, rira bien qui rira le dernier, ou alors qui rigole, qui paye. Et du coup, ben, je pense pas qu'on les verra jamais les Bucks, enfin les Bucks à la WWE. Mais Kenny Omega, je ne sais pas. Pourtant, il a un certain potentiel, hein. Je l'ai dit, je l'ai déjà dit. Kenny Omega, il a un certain potentiel, mais il a la fâcheuse tendance à trop être proche des frères Bucks. Alors qu'il vaut quand même mieux, il vaut quand même mieux Kenny Omega. Et que même s'il y en a qui diront que même s'il irait à la WWE, il ne s'adapterait jamais au système WWE qu'on lui imposerait. Ça, c'est des fois les gros soucis des catcheurs. Il faut savoir s'y adapter au système. Oublier un peu tout ce qui est côté indie, que ça devient pas trop en parodie. Peut-être que c'est peut-être ça que la WWE veulent nous faire comprendre. Oui, il y a le côté indie que vous n'oublierez jamais et qu'on n'oubliera jamais du tout d'où l'on vient. Mais il faut savoir faire une seule différence. Il faut savoir, on va dire, évoluer dans une autre entreprise, changer d'identité la plupart du temps, changer sa manière de catcher, de vestimentaire également, tout. Il faut un peu tout changer. Mais après, si on nous aime bien et qu'on adore notre style de catch, ben, ils nous diront de faire ce qu'on veut. Ça dépend la chance de certains. Et quand je dis ça dépend, ça dépend. Mais quand c'est les Bucks qui le font, j'ai l'impression qu'ils tournent trop en dérision et limite du ringard, alors que, je vous le rappelle, ils sont les membres du Bullet Club et que le chef à l'époque c'était Kenny Omega. Donc c'était lui le chef, vu comment c'était lui qui avait évincé AJ Styles. Donc ah ben non, c'était pas encore à cette période-là. C'était pas encore à cette période-là. Il n'était pas encore le chef, qu'est-ce que je raconte? Il était encore membre, comme les frères Bucks. Mais que quand c'était en 2016 et que c'était la fin du clan, et ben c'est là où il a pris le contrôle, Kenny Omega, et que c'est lui qui va triompher les main events, triompher les titres. Alors que les frères Bucks, eux, ils vont triompher les titres par équipe au Japon. Et j'en passe des trucs. Vraiment, j'en passe des trucs. Mais qu'au moment où il y a eu la tentative de crossface de la part de Gargano sur Matt Jackson, et ben Nick Jackson voulait intervenir pour éviter que son frère abandonne, mais il se fait attraper par Tommaso Ciampa. Mais que là, j'ai pas du tout été d'accord ni conquis à ce propos et à ce geste-là. C'est que Matt Jackson trouve un moyen de s'en dégager comme si de rien n'était d'un crossface alors qu'il était emprisonné dans un crossface et qu'il fait une simple roulade pour faire un petit paquet et il remporte comme ça. Stratégiquement, ça peut le faire, c'est pas l'idée du siècle la plus brillante, mais c'est, je sais pas, ne te crois pas surpuissant alors que tu subis des multiples prises. Comme dans le match précédent entre Mike Bailey et Kenny Omega, certes on avait l'impression d'être dans un match d'un jeu vidéo, on a l'impression que c'est Ken contre Ryu, mais que c'est un peu... c'est un peu du ringardisme. Un ringardisme dans ce match-là qui peut fonctionner la plupart du temps,
mais pas toujours quand ça tourne trop au ridicule. Et encore une fois, je ne critique pas la plupart des catcheurs, hein. Il y en a qui ont voulu bien faire, mais quand d'autres veulent faire les malins et faire les zouaves en pensant que tout est relativement bien, il y en a qui voient ça d'un très mauvais œil, hein. Et du coup, il faut savoir un minimum d'être objectif. Même si je trouve un peu stylé les doubles super kicks, les triples super kicks, les quadruples super kicks et des super kicks avec la plupart des membres collectifs. Bref, je pense que c'est tout dit, tout simplement. Et ce match-là, ben, je mets 3,60 également. Donc pour l'instant, ça fait 3 fois 3,60 que j'en ai mis. Et que maintenant, je passe au main event entre Roderick Strong contre The Reborn, Matt Sydal. Oui, pour le titre du monde de la PWG. Et que le titre était en jeu. Et que, si je crois bien, Matt Sydal, je pense que c'est la chance de sa vie de remporter le titre. Même s'il a des chances sur 2 de perdre. Alors que des fois, il n'y a pas toujours des vainqueurs ni des gagnants. Mais que... je pense que j'en ai déjà assez trop dit sur ce match-là, même si il y a eu tellement de trucs et que quand je commence à connaître Strong, je n'ai pas vraiment besoin de citer tout ce qu'il fait, à part les cassages de dos, les entraînements sur des corps meurtris. Parce que pour lui, c'est carrément un entraînement pour lui. Tellement un entraînement, tellement que ça en devient si simple à martyriser ses adversaires. Alors que Sydal, lui, se débat comme il peut. Et comme un karatéka, ben, il envoie ses magnifiques coups de pied pour s'en sortir, comme pour les contre-attaques. Il utilise un peu son agilité et un peu sa technique pour mieux faire le job et pour mieux affaiblir ses adversaires. Donc c'est plus de l'affaiblissance que de donner en puissance certaines personnes. Même s'il y a des ripostements entre les deux hommes, du à toi à moi, des contre-tout, des contre-coups, contre-vers et contre-tout. Ça peut rimer à tout. Et que au moment où il a voulu tenter son Shunting Star Press, ou son Air Sydal, il se fait esquiver, mais sauf que Sydal, lui, tombe sous ses pieds, parce qu'il l'a vu arriver, il a senti l'enlèvement, mais qu'il il le maîtrise en utilisant ses spinny hell kicks, et que Strong, vu comment il est presque KO, il était à 2 doigts de subir sa première défaite en tant que champion, mais qui s'en relève. Il veut retenter cette fois-ci. Strong l'arrête dans son élan, il le fait chuter. Il fait ses fameux coups de tampon, ces fameux coups très forts. Même le running kick, brise d'eau avec avec un reverse TKO, enfin un reverse fireman's carry, et qu'il fait un backstabber ou backcracker, jusqu'à ce qu'il utilise son fameux souplex en backstabber. Et que c'est comme ça qu'il remporte le match et qui bat Matt Sydal. Et qui conserve son titre. Et à la fin, il se fait rejoindre par les Bucks qui sont contents de voir leur ami remporter le match. Et qui veulent en rajouter encore des couches comme si ils n'avaient pas assez pourri la soirée. Comme ça, n'est-ce pas? Ouais, parce qu'en gros, ils viennent mais pour rajouter une couche alors que on les a vus au moins une fois. C'est pas la peine de revenir casser les couilles aux gens, quoi. Mais qu'ils sont très vite arrêtés par Candice LeRae et par Joey Ryan, les World's Greatest Tag Team. Et que c'est là où je vous avais expliqué avec Joey Ryan, ce malade, enfin ce taré, il sent le pied de Matt Jackson ou de Nick Jackson qui arrive sous l'entrejambe, parce que c'est justement Ryan qui a pris la jambe de l'un des deux frères Jackson,
et que c'est lui qui se met dans son propre entrejambe et qui fait comme si une pression, comme s'il avait le contrôle sur le pied ou la main d'un adversaire. Il fait une énorme pression, encore une autre pression, une sous-pression, encore une pression énorme, et que après il le fait tourner. Donc ça c'est pas très réaliste quand je vois ça. Et que après ben, il se fait allumer par un des frères Bucks, mais que Candice LeRae l'allume Matt Jackson ou Nick Jackson en le prenant par les boules, en faisant balls souplex arrière. Et que c'est là où les lumières s'éteignent. Oui, les lumières s'éteignent. Et que quand elles se rallument, ben, on voit Super Dragon. Oui, le masque de Super Dragon, la tenue de Super Dragon. Et que il a le micro dans les mains. Et que je sais pas si c'est la première fois qu'on l'entend parler. Mais, enfin, je pense pas que je l'ai déjà entendu parler au moins une fois. Mais que d'habitude, il est très mystérieux. Il dit pas un mot, il dit rien. Donc, il a le micro aux mains et qui dit tout simplement « Suck my dick », qui veut dire tout simplement « Sucez-moi la bite ». Et que c'est là où les frères Bucks font un super kick à Sydal et à Ryan, tandis que ce Super Dragon, il fait un brise-nuque. Donc, il fait comme un genre, comme s'il voulait porter une souplex, mais en faisant ben, un brise-nuque. Et il enlève le masque. Et c'est là on a compris que c'était pas Super Dragon, mais I'm Cole, baby. Adam Cole était déguisé en Super Dragon pour faire son retour et pour ben, revenir au sein de The Month Rushmore 2.0. Donc les Bucks, les frères Bucks, eh ben, ils sont ravis de voir leurs copains, de voir arriver, de revenir enfin, et qu'ils font un double kiss sur la joue. Et qu'ils en rajoutent encore des couches, encore des multiples prises. Mais que ça s'arrête ici. Et que à la fin, ben, c'est Cole qui clôture la soirée de ce segment. Enfin, entre guillemets. Et qu'il y a dans les coulisses, eh ben, les 4 hommes. Les 4 hommes se rejoignent. Et qu'il n'y a pas Super Dragon. Et qui sont en train d'expliquer en disant eh, c'est incroyable, Adam Cole, il est de retour. Il est vraiment en forme, il est au sein du groupe The Mount Rushmore 2.0 et qui fait même partie sur les t-shirts avec Super Dragon, Roderick Strong et Matt Jackson et Nick Jackson. Mais Roderick, il n'est pas, on va dire, tellement sûr et fort confiant que Adam Cole mérite de rejoindre cette faction avec nous. Enfin, avec eux, quoi. Alors que les Bucks disent « Relax, relax, Roddy, c'est quelqu'un de bien, c'est notre pote. » Et que on peut le faire confiance dans n'importe quelle circonstance. Et que même s'il a un petit peu un doute là-dessus, il en est un petit peu d'accord. Voilà. Et que ça s'arrête ici. Je pense que je m'arrête ici parce que j'en ai trop dit. Donc ce match-là, c'est 3,80. Et pour le reste du DVD, les matchs à l'ensemble, 4,40. Je lui mets ça directement. Et voilà comment se conclut ici. Et que maintenant, je m'attaque au WWE en DVD, tout simplement. Donc, je m'arrête ici. C'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.